À quoi ça sert d'avoir un dépistage qui va recruter énormément de petites lésions, de bas grade, dont on sait qu'une grosse partie va être un surdiagnostic, dont on sait que l'autre partie va évoluer lentement jusqu'à donner un symptôme, mais dont l'anticipation ne va rien apporter. Et d'un autre côté, ce même dépistage rate les cancers qu'on voudrait rattraper et qui occasionnent tous les ans 11 à 12 000 décès par cancer du sein. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle matinée santé. Et je vous rappelle que quand c'est rouge, eh bien, ça veut dire qu'on est en direct. Je dis ça pour mes invités qui sont là, qui sont déjà très dissipés. Nadia El Bouga, pourtant qui connaît la radio depuis 25 ans qu'elle en fait, sage-femme et sexologue, devrait savoir que quand les micros sont ouverts, il faut être discrète. Comment ça va, Nadia ? Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Oui, on papote. Ça papote. Voilà. Nous sommes encore au mois d'octobre, c'est la dernière émission pour vous, Nadia, du mois d'octobre. Nous sommes dans ce qu'on appelle Octobre Rose et nous allons parler du dépistage du cancer du sein autrement ce matin avec notre invitée qui s'appelle Cécile Bourg. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on voulait débuter le mois avec vous, mais la vie a fait que ça a été plus compliqué que prévu. C'est pour ça que vous arrivez en fin de mois, mais on avait décidé de démarrer le mois avec vous. Hein. Mais elle clôturera en beauté après toute la campagne. Non, mais on voulait faire au début du mois d'octobre rose parce que traditionnellement, ce mois est un mois dédié au cancer du sein. Alors, vous êtes médecin radiologue dans une région que vous connaissez bien, Nadia. Oui, tout à fait. Alors, en Lorraine. on dit Metz. Non, on dit Metz. Attention. C'est muet. Donc Cécile Bourg, vous êtes présidente fondatrice de l'association Cancer Rose, qui se bat pour une information objective des femmes sur le dépistage du cancer du sein, parce que vous dites que les femmes françaises sont encore privées de l'information neutre qu'elles demandent, contrairement à des femmes d'autres pays. Et à noter que votre association a été fondée en 2015 par réaction à la désinformation et suite aux campagnes marketing Octobre Rose. Alors, pourquoi vous dites des campagnes marketing Octobre Rose alors que pour la plupart de celles qui nous écoutent, ce sont des campagnes d'information ? Ah non, alors c'est tout sauf de la campagne d'information. Il n'y a qu'à voir comment les sponsors se greffent très facilement sur toutes ces campagnes. Les sponsors, oui, mais bon, même c'est quand même de la campagne promotionnelle, c'est pas du tout de l'information. L'information, c'est pas de la promotion, c'est donner les informations du pour et du contre, la balance bénéfices et risques, de façon neutre et sans parti pris. La promotion, c'est de faire en sorte de convaincre les gens à suivre une certaine voie et sans les en informer de façon globale. Alors, vous êtes là pour nous parler aujourd'hui d'un livre qui vient de sortir, ça s'appelle Mamo ou pas Mamo, sous-titré Dois-je me faire dépister, et c'est chez Thierry Soucard, l'éditeur engagé. Alors, on parle du cancer du sein comme s'il n'y en avait qu'un, mais il n'y a pas qu'un cancer du sein, mais des cancers du sein, qui sont très différents. Qu'est-ce que cela change, finalement, dans la façon dont on parle du cancer du sein, de le mettre au pluriel ? Ça apporte beaucoup de nuances. C'est ça qui permet de comprendre pourquoi ce dépistage a échoué. Il faut comprendre que les cancers ont un génie propre. Il y a certains cancers qui évoluent très vite, et c'est ceux-là qui échappent souvent au dépistage. Qu'est-ce que vous appelez le génie des cancers, d'ailleurs, c'est intéressant. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que chaque cancer a une composante biologique propre qui en fait un cancer agressif ou pas. Il a une certaine vélocité qui lui est propre. Ce que vous appelez une histoire naturelle. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'histoire naturelle du cancer. Et donc, il faut se départir de cette idée qui est confortable à l'esprit, mais qui est fausse, selon laquelle, dès que vous avez une petite cellule cancéreuse, forcément, elle va se localiser dans l'organe, elle va créer un nodule qui va se développer, qui va faire un envahissement loco-régional, qui va envahir tout l'organisme et tuer son hôte. C'est pas comme ça que ça marche. Avoir des cellules cancéreuses en soi ne fait pas de vous un cancer malade, un cancéreux malade. Donc il faut nuancer ça. C'est pour ça que la détection précoce n'apporte pas que des bénéfices et qu'avec ce dépistage, on récolte beaucoup de cancers qui ne seraient pas évolutifs. Et le problème, c'est le surdiagnostic, qui est au cœur de la problématique du dépistage. D'accord, mais vous, quand vous parlez des cancers du sein, comment est-ce que vous les classez, vous, les cancers ? J'ai vu que vous les classiez presque en vitesse d'évolution. C'est ça, oui, c'est ça. Donc selon leur potentiel d'agressivité, vous avez des cancers qui sont latents, des cancers qui
qui sont lents, des cancers qui sont très lents et des cancers très rapides. Et c'est ceux-là souvent qu'on rate au dépistage parce qu'ils se développent entre 2 mammographies et sur un laps de temps très court. Donc leur temps de séjour dans le sein est très court, ce qui fait qu'on les rate, alors que la plupart, 90% des formes de cancer sont à évolution lente, voire très lente. Donc le temps de séjour est très long dans le sein. Et donc plus vous dépistez, plus vous augmentez la probabilité de tomber sur ces petits cancers dont une partie est de détection inutile. C'est toute la problématique. Et pour les cancers qui sont progressifs et qui se manifestent un beau jour par un symptôme, il n'y a pas non plus de pertinence de les dépister quelques mois plus tôt dans la mesure où leur pronostic intrinsèquement est bon. Donc vous n'allez pas changer le pronostic de ces cancers-là non plus. Quand la femme consulte avec un symptôme, on est toujours à temps de traiter et de guérir. Le seul cancer qu'on ne maîtrise pas, ce sont ces cancers qui sont très véloces, qui sont d'emblée très agressifs, qui comportent des composantes biologiques qui en font tout de suite des cancers très agressifs et que les dépistages ratent. Vous expliquez d'ailleurs que la taille de la tumeur ne présage pas en fait de la gravité c'est ça, du cancer. Voilà, il n'y a pas de corrélation entre taille et temps. Alors, c'est vrai qu'un cancer... Et ça, il faut l'expliquer aux gens, parce que les gens, beaucoup pensent que finalement, une grosse tumeur... C'est déjà avancé si on a une tumeur d'une certaine taille. Alors, c'est pas automatique. Petit ne veut pas dire bénin, ou ne veut pas dire pris à temps, et gros ne veut pas dire pris trop tard. Petit, c'est souvent un cancer qui a un temps de latence très long, qui est tranquillement évolutif, ou pas du tout. Gros, c'est souvent des cancers qui ont un temps de séjour court dans le sein, et qui sont gros au moment du diagnostic, parce qu'ils se sont développés très vite. Certains tout petits cancers ont déjà métastasé. Certains gros cancers, on voit des fois des cancers monumentaux, et qui, alors c'est plus rare, qui n'ont aucune métastase à distance. Donc il faut bien discerner taille et temps. Il n'y a pas de corrélation mécanique, parce que l'évolution du cancer n'est pas aussi linéaire et inéluctable qu'on le voudrait. Alors c'est vrai que les gros cancers agressifs gagneraient à être dépistés à une taille plus petite. Mais la question pertinente, c'est de se demander, est-ce que le dépistage est capable de faire ça ? Et c'est là où on voit que le dépistage y achoppe, puisque c'est des cancers tellement rapides que le dépistage ne les récupère pas, ne les rattrape pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent, pour être clair, ils peuvent se développer dans un intervalle qui est inférieur à 2 ans. C'est ça. Entre 2 mammos, en fait. Entre 2 mammos, mais alors des fois, c'est extrêmement rapide, c'est en quelques semaines, en quelques mois, en un week-end. J'ai vu une dame qui est arrivée, c'était en un week-end. Donc, ces femmes-là, quand elles vous disent ça, on ne les croit pas. On leur dit, mais elles se sont mal examinées, ou c'est pas vrai, ça, elles veulent pas le dire. Non, il faut croire les gens quand ils vous disent que c'est dans un court laps de temps. Ça existe, c'est des choses qu'on voit. Cécile Bourg, pour expliquer d'où vous parlez, des mammographies, vous en avez fait combien ? Oula, j'ai pas compté, mais ça fait 30 ans d'exercice. Non, mais c'est pour que les gens comprennent bien finalement d'où vous parlez et que finalement des campagnes que Dr Bourg a de la bouteille. Voilà, il a de le dire avec un nom pareil. Aptonyme, comme on dit, Nadia. Mais ça veut dire que vous avez participé à combien d'années de campagne de dépistage du cancer du sein, Dr Bourg ? J'ai commencé quand j'avais 30 ans, j'en ai 60. Oui, ce qui veut dire que vous avez beaucoup de recul. J'ai un recul. Oui, j'ai un recul. Non, mais c'est important effectivement de vous situer et que les auditeurs et les auditrices sachent d'où vous parlez en fait. Oui, c'est mon exercice quotidien. Je fais de la scénologie toute la journée, oui, bien sûr. Et la scénologie, c'est c'est l'étude des maladies du sein et de leur diagnostic et donc la pratique de la mammographie en ce qui me concerne en tant que radiologue. Donc, voilà. Bon, alors, pour qu'on comprenne bien, quels sont finalement les cancers du sein pour lesquels les campagnes de dépistage ne servent absolument à rien ? C'est ça, c'est ces cancers rapides, c'est les cancers qu'on aimerait bien rattraper, c'est ça. Ce sont des cancers qui sont potentiellement agressifs et qui vont nuire à la femme, qui peuvent conduire effectivement à une maladie grave et à un décès. Donc le problème, c'est qu'on est devant un dépistage dont il faut questionner la pertinence. À quoi ça sert d'avoir un dépistage qui va recruter énormément de petites lésions, de bas grade, dont on sait qu'une grosse partie va être un surdiagnostic, dont on sait que l'autre partie va évoluer lentement jusqu'à donner un symptôme, mais dont l'anticipation ne va rien apporter, puisque intrinsèquement, ils sont de bons pronostics. Ça ne va rien changer au pronostic. Et d'un autre côté, ce même dépistage rate les cancers qu'on voudrait rattraper et qui occasionnent tous les ans 11 à 12 000 décès par cancer du sein. Donc, comment vous savez que le dépistage ne
n'a rien changé dans la détection de ces cancers-là? Parce que la mortalité reste stable. La mortalité n'a pas décru. C'est-à-dire quand vous avez un dépistage, vous avez une incidence qui flambe, c'est-à-dire un taux de nouveaux cancers qui, d'année en année, est en train d'exploser parce qu'on surdétecte, mais avec une mortalité qui ne décroît pas, il y a un problème. Alors oui, vous citez des études d'ailleurs, oui. De nombreuses études qui ont été faites, je sais plus, dans des pays nordiques, il me semble. Oui, voilà. C'est ça. Hein. C'est souvent c'est des études comparatives, des essais cliniques, ce qu'on appelle, qui ont été fort bien menés. Alors, il faut nuancer un petit peu le propos. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une décroissance de 1,3 à 1,4% de mortalité par an. Mais on sait que ce n'est pas attribuable au dépistage. Pourquoi ? Parce que ce phénomène là se voit dès les années 90. Et on sait, alors là, on a depuis 2015 des preuves accablantes qui vraiment montrent que ce sont les pourquoi 2015 ? Alors 2015-2016, il y a eu tout d'un coup une foule d'études qui sont sorties, notamment une étude états-unienne sur 16 millions de femmes, donc c'est une étude vraiment de très grande ampleur, et qui montre ça. Un taux de cancer grave désespérément stable, une envolée des petits cancers, une envolée des traitements par mastectomie, et on n'a pas réglé le problème, on ne règle pas le problème. Donc la toute petite décroissance de mortalité qu'on constate depuis les années 90 est attribuable aux avancées thérapeutiques. Ça, on sait que c'est lié aux thérapies ciblées, à l'hormonothérapie, etc. Et surtout, la deuxième preuve pour laquelle on peut dire que ce n'est pas lié au dépistage, c'est qu'une fois qu'on a introduit les campagnes de dépistage, on aurait dû constater une chute drastique de la mortalité, vraiment quelque chose de palpable. Comme pour le dépistage du cancer du col. Le dépistage du cancer du col est un dépistage efficace. Sa survie est très mauvaise, mais dès lors qu'on dépiste, là, vous voyez un effondrement des taux de mortalité. Or ça, pour le cancer du sein et pour le cancer de la prostate, vous ne le constatez pas. Quand on regarde donc au Royaume-Uni ce qui se passe, on a introduit, par exemple, c'est un exemple, on a introduit le dépistage en 1988 et vous avez entre 1985 et 1993, donc avant l'instauration de la campagne, vous avez déjà une diminution de mortalité de 11%. Donc on voit que ce n'est absolument pas lié à l'impact du dépistage. Voilà, c'est Octobre Rose, un mois consacré au dépistage du cancer du sein, et on en parle ce matin. On en parle différemment avec le docteur Cécile Bourg, qui est médecin radiologue et présidente de l'association Cancer Rose. Sur quelle base les campagnes de dépistage du cancer du sein ont-elles été élaborées ? Le début des premières campagnes, ça vient des États-Unis. C'est une marque de cosmétiques, c'est Madame Estée Lauder, qui a été elle-même concernée par le cancer du sein et qui c'est de là que c'est parti. Ça a commencé, les campagnes ont commencé là avec l'insigne du ruban rose et ça s'est beaucoup développé. Alors à l'heure des charges, ce qu'il faut quand même dire, c'est que dans les premières années où on a lancé les campagnes de dépistage, on y croyait vraiment. Et j'avoue que moi, en tant que jeune radiologue, au début, on y croyait, on pensait vraiment que c'était efficace. Ça partait d'une bonne intention. Voilà, justement, c'est une bonne intention, un mauvais résultat et une catastrophe en santé publique. C'est vraiment un cas d'école de ce qui n'aurait jamais dû être lancé tant qu'on n'avait pas réellement tous les outils en main pour évaluer ce qu'on allait faire. Vous êtes dit, on va sauver un maximum de femmes. Moi, c'est ce que je me disais. En tant que jeune radiologue, je me suis dit, c'est bien, c'est vraiment pour les femmes, pour elles. Il n'y a pas besoin de grande explication. On leur dit, allez faire, dans une mentalité très paternaliste, je me suis dit, les dames, on leur dit d'aller faire ça, c'est pour leur bien et tout va bien. Et puis, à un moment donné, dans les années 2000, les premiers lanceurs d'alerte ont émergé. Donc, ce sont surtout des lanceurs d'alerte nordiques d'un collectif indépendant qui s'appelle la collaboration Cochrane. Et ce sont des épidémiologistes. Ce sont ni des radiologues, ni des gynécologues. Ce sont vraiment des épidémiologistes qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant, attention, il y a un problème, c'est qu'il y a dans les groupes qui sont plus détectés, plus dépistés, il y a plus de surdétection sans aucune efficacité sur les cancers graves et sur la mortalité. Donc, l'épidémiologiste, il regarde des populations un peu comme un entomologiste regarde des fourmis. Et donc, il peut comparer des populations qui sont soumises à des intensités de dépistage différents. Et il peut voir ce qui se passe. Alors que nous, en tant que cliniciens, radiologues, on ne peut pas faire ce travail-là. On ne peut pas, pour une personne, dire voilà, madame, vous êtes en surdiagnostic. Non. Nous, on voit une patiente, on voit une image, on fait une biopsie, il y a marqué cellules cancéreuses. Pour nous, c'est un diagnostic. Donc, une fois que la femme est diagnostiqué avec des cellules cancéreuses dans la biopsie sous le microscope, c'est plié. On est obligé
de continuer, de la lancer dans un protocole d'examen et puis de traitement. Donc les épidémiologistes sont très précieux. Il aurait fallu les écouter parce que déjà en 2000, ils alertaient sur ce problème de surdiagnostic qui a été d'abord scellé aux populations, qui a été minimisé. Et en 2004, en France, donc le président Chirac a lancé la généralisation du dépistage. Et ça, c'était certainement prématuré. Vraiment. D'ailleurs, vous dites dans votre livre qu'ils ont fait une méta-analyse. Méta-analyse, c'est le fait de regrouper différentes études pour pouvoir avoir des chiffres en fait plus significatifs. C'est ça. Et que suite à ça, en fait, voilà, il est difficile de ne pas considérer en fait leurs conclusions. Ah oui. C'est ça. Alors la méta-analyse, c'est un peu le gold standard des études, c'est-à-dire vous moulinez un petit peu tous les essais cliniques, toutes les études qui ont été faites sur le sujet, avec des méthodologies différentes, sur des laps de temps. Ce que fait votre association d'ailleurs aussi, vous décortiquez beaucoup d'études. Alors alors on en a fait une sur les mastectomies en France, celle-là on les a faites. Autrement, oui, on décortique, on explique, on est plutôt des messagers, on n'est pas... Oui, mais ce sont souvent des études qui n'arrivent pas jusqu'à nous et au grand public. Oui, c'est ça qu'il faut expliquer. Il y a un gros problème en France d'information. Ça, c'est... Après, je vous remercie de m'avoir donné la parole, mais c'est rare. Je veux dire, les médias focus un petit peu aussi toujours sur la même communication qui se répète depuis 30 années. Ça fait 30 ans qu'on court et ça fait 30 ans qu'on n'a pas réglé le problème du cancer parce que chaque fois, on entend que le rouleau compresseur rose, allez vous faire dépister, ça sauve des vies. C'est des slogans très simplistes, très simples, très intuitifs, mais qui sont faux. C'est souvent comme ça. Et les choses plus complexes, les théories plus complexes, vous voyez, ça nécessite une émission pour les développer, ça nécessite un livre. Je ne peux pas en un slogan vous expliquer pourquoi ce poncif détecté plus tôt, c'est mieux, pourquoi il est faux. C'est pour ça qu'il faut vraiment toute une... Ou détecter plus petit, meilleur pronostic. Voilà, c'est ça, tout ça, c'est intuitif, mais c'est des notions erronées, qui sont fallacieuses, qui sont fausses. Donc pour en revenir à la méta-analyse, donc. À la méta-analyse, donc c'est effectivement, on mouline plein d'études qui ont donc la caractéristique d'avoir été faites par plusieurs équipes avec des méthodologies différentes sur des laps de temps historiques différentes qui viennent de zones géographiques différentes et qui toutes convergent vers les mêmes résultats. C'est ça qui est bien. Ce qu'il y a aussi, c'est que ça permet... Les méta-analyses sont faites sur un protocole bien particulier qui est reproductible. La méta-analyse de Gotch et donc de la Cochrane a été auditée. C'est quelque chose que vous pouvez refaire et revérifier derrière. Après, les méta-analyses permettent aussi d'englober un grand nombre de personnes. Donc au total, c'est quand même sur 600 000 femmes. Et c'est là que ils ont donc reproduit, ils ont projeté leurs résultats sur des foules sur une cohorte de 2000 femmes dépistées versus 2000 femmes non dépistées. Et en comparant les deux, c'est flagrant. Le gain en termes de mortalité est minime et très faible. D'ailleurs, au départ, le résultat de la méta-analyse, c'était 0 gain en mortalité. Ils n'ont pas eu le droit de publier leur méta-analyse. On leur a demandé de la refaire en incluant des essais cliniques qui étaient de mauvaise qualité. Donc, ils ont refait cette analyse pour pouvoir la publier. Donc, il faut bien comprendre que pour pousser une information neutre dans ce sujet du dépistage du cancer du sein, c'est vraiment une guerre, c'est vraiment une lutte. Il faut vraiment en vouloir. Et donc, ils ont concédé qu'il y avait peut-être effectivement un gain en termes de mortalité extrêmement minime et extrêmement faible. Il faut observer pendant très longtemps et dépister de nombreuses femmes pour isoler un petit bénéfice. Et en contrepartie, vous avez de façon immédiate et de façon comptable tous les effets adverses du dépistage en même temps. Les fausses alertes, le surdiagnostic qui est le cœur du problème et l'irradiation qu'on oublie souvent. On dit toujours c'est minime. Moi, je veux bien que ce soit minime, mais c'est quand même là. Donc, ça fait pas quand même partie des problématiques. Donc, le bénéfice à en tirer pour une femme est extrêmement minime et hypothétique. En revanche, les effets secondaires, les inconvénients du dépistage, ils sont là de façon massive et surpassent, quelle que soit la méta-analyse, quelle que soit l'évaluation qu'on prenne, quand vous faites l'addition des effets adverses, ils surpassent toujours le petit bénéfice
que vous pouvez escompter d'un dépistage. Pire encore, quand vous incorporez dans le comptage et dans la prise en compte, vous incorporez les effets mortels du surtraitement, parce qu'il y a des femmes qui décèdent à la suite des traitements lourds qu'on leur fait subir quand même pour un traitement. Quand vous intégrez les effets mortels du surtraitement, le bénéfice est nul. C'est un jeu à somme nulle. Genre justement, vous dites que le dépistage massif en fait génère beaucoup de faux positifs. Qu'est-ce que vous appelez les faux positifs? Alors il y a deux choses, faux positif et surdiagnostic. Donc il ne faut pas confondre les deux, c'est vraiment deux entités différentes. Le faux positif, c'est une suspicion de cancer sur l'image, mais qui ne se vérifiera pas, qui sera infirmée, mais à la suite de nombreuses incidences complémentaires, d'autres examens, d'autres explorations, parfois de l'imagerie lourde, souvent des biopsies. Mais, même à la double lecture, parce que vous ça majore. Oui. Ça majore les fausses alertes. Ça majore. C'est vrai. J'ai été double lecteur. Donc j'ai démissionné en 2015 de la double lecture. Donc je sais réellement de quoi je parle. Quand vous êtes en double lecture, vous avez juste la radio. Vous n'avez pas la patiente. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le dossier médical de la patiente. Parfois il n'est pas complet. Alors vous avez parfois les mammographies antérieures. Vous n'avez pas l'écho. Vous n'avez pas vu la femme. Vous savez pas tout. Et le deuxième lecteur a tendance, alors ça c'est certain, à surclasser des images qu'il voit qui sont un peu douteuses, où il se dit c'est peut-être rien. C'est peut-être un petit kyste, c'est peut-être un petit ganglion. Dans le doute, je coche quand même en positif parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. On veut pas toujours avec cette crainte de passer à côté de quelque exactement, chose. On ne veut pas faire perdre de chance, entre guillemets, à une patiente. Et donc, c'est des patientes qui vont être reconvoquées. Et ça, c'est vraiment, ça génère un stress, mais absolument considérable. Moi, je vois revenir des femmes en pleurs. Alors justement, qu'est-ce qui se passe pour ces femmes fausses positives? Eh ben, donc, elles vont avoir tout un circuit de reconvocation. On refait des clichés, on fait une échographie, parfois ça se solde par une biopsie, tout ça pour vous montrer au bout de 3 semaines d'attente des résultats que vous n'avez pas un cancer. Donc je vous laisse imaginer quand même l'attente des résultats pour les femmes qui sont dans un état vraiment anxieux. Le problème, c'est que cette anxiété persiste. C'est que moi je trouve que le niveau d'anxiété sociétale augmente. On fait peur aux femmes. Donc c'est pas anodin. Et faire des biopsies, c'est pas anodin. Donc d'après l'évaluation de la revue indépendante médicale Prescrire, eux ils disent sur 1000 femmes dépistées à partir de 50 ans, tous les 2 ans, pendant 20 ans, vous avez au minimum 1000 faux positifs, donc, parce que parfois ça se produit chez la même femme, avec 150 à 200 biopsies potentiellement inutiles. Donc les seins, c'est pas non plus des boîtes en chocolat dans lesquelles on retape tout le temps. Une biopsie, c'est pas anodin, c'est quand même un geste intrusif et invasif. Et donc l'autre problème, donc ça c'est la fausse alerte. L'autre problème, c'est le surdiagnostic. Donc ce sont des cancers sous le microscope. C'est pas une fausse alerte, c'est pas une erreur de diagnostic. C'est réellement, on trouve des cellules à l'examen anatomopathologique, mais dont la détection n'a aucune utilité pour les femmes, parce que ce sont des cancers qui n'auraient jamais évolué, qui n'auraient jamais impacté ni la santé, ni la vie des femmes. Ce que vous nous dites, c'est si on cherche, on trouve. Voilà, c'est on trouve forcément, mais voilà. Le suivi derrière est-il réellement justifié au vu de... C'est ça. Donc on de la masse retrouvée. Voilà. Le problème, c'est qu'il est obligatoire. Comme je vous disais, on ne peut pas, devant une patiente, savoir si on la surdiagnostique ou pas. On a parfois l'impression, le sentiment, quand vous trouvez des petits foyers de carcinome in situ de 5 mm, pour laquelle... Alors carcinome, j'ai vu dans votre livre que finalement l'expression n'est pas bonne, carcinome in situ. Pour les in situ, non. Alors le problème des in situ, c'est une entité... Alors pour tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ce sont des cancers qui ne vont pas être invasifs, qui n'envahissent pas. Ils restent dans le petit canalicule lactifère, le canal qui produit le lait, et n'envahissent pas la membrane. Donc, il reste vraiment très localisé. Canalaire. Voilà. Donc, on sait que c'est des cancers de très bon pronostic. On les appelle aussi le stade 0 du cancer. Et vous voyez, il y a quand même un gap, enfin comment on pourrait dire, une grosse différence, oui, entre la façon dont ils sont considérés comme des non-cancers, puisqu'ils ne sont pas comptabilisés dans les cancers invasifs. L'Institut national du cancer, quand il vous donne l'incidence du cancer du sein, ne comptabilise pas ces cancers in situ. Donc, c'est des faux cancers, entre guillemets. Donc, il y a cette différence énorme entre la façon dont ils sont considérés comme de bons pronostics et comme négligeables par rapport au traitement qu'on va faire. Faire parce que les femmes, elles vont être opérées, souvent, et radiothérapie. Donc, depuis qu'on dépiste,
Avant le dépistage, on tournait aux alentours de 5% dans les cancers détectés de carcinome in situ. Depuis qu'on dépiste, on arrive aux alentours de 20%, voire plus. Donc c'est vraiment la surdétection qui fabrique la maladie, entre guillemets. Le souci, c'est que il y a une grosse étude de Toronto qui est assez récente, en 2016 ou 2017, qui a montré que le fait de traiter ces carcinomes in situ par chirurgie et par radiothérapie n'a absolument eu aucun impact sur la diminution des cancers invasifs, des vrais cancers qui envahissent. Et que le fait de les traiter par radiothérapie pour éviter leur récidive n'a eu, elle aussi, aucun impact sur l'incidence des cancers invasifs. Donc on n'a pas réglé le problème. On surtraite ces cancers-là et on ne règle pas le problème du cancer invasif. On ne fait pas chuter ni la mortalité, ni le taux des véritables cancers invasifs. Le souci, c'est que quand on inclut dans le comptage du surdiagnostic ces petites formes de carcinome invasif, là vous arrivez à des taux vraiment importants, à 30 à 50% de surdiagnostic, ce qui signifierait qu'un cancer sur 3, voire un cancer sur 2 est de détection inutile. Je voulais juste que vous définissiez pour tout le monde ce que vous appelez le surdiagnostic. J'ai adoré votre définition du surdiagnostic. Alors c'est un cancer effectivement, par définition, sous le microscope, mais dont la détection est inutile pour les femmes parce qu'elle n'aurait jamais impacté la santé des femmes, ni n'aurait jamais nui à sa vie. Donc ce que vous dites, c'est que finalement, dans ces cas-là, ce qui nuit aux patientes, c'est tout le suivi qui s'ensuit derrière, c'est-à-dire la radiothérapie, la chimiothérapie, l'impact et psychologique et social et économique finalement que subissent ces femmes. Voilà. Alors parce que quand on parle de surdiagnostic aux femmes, c'est très théorique. Elles se disent surdiagnostic. C'est pour ça que je demande exactement ce que vous mettez dedans. Alors la concrétisation et la matérialisation pour les femmes, c'est le surtraitement. C'est-à-dire, comme je vous le disais, le surdiagnostic, quand on en a un devant le nez, on ne sait pas dire vous êtes en surdiagnostic, vous pas. Donc on va traiter. Donc c'est des femmes qui ont des chirurgies inutiles, des radiothérapies inutiles, des hormonothérapies inutiles, avec un impact à la fois physique, moral, psychologique, également professionnel et économique. C'est pas que parce qu'on voit juste le problème physique, mais par exemple, on sait que 30% des femmes au-delà de 50 ans, dans les 2 ans qui suivent, ne reprennent plus leur activité professionnelle. Et que dans les femmes qui reprennent leur activité professionnelle, 20% le font à temps partiel, avec une perte de revenus évidente. Voilà, on parle du dépistage du cancer du sein autrement ce matin avec notre invitée Nadia, qui s'appelle Cécile Bourg et qui est médecin radiologue et qui publie un livre vraiment qu'il faudrait, si vous ne l'achetez pas en tout cas, passez-le vous et lisez-le, comme ça vous serez informé. Il sera au cabinet pour les patientes qui souhaitent effectivement s'informer. Et vous dites, justement en fait, finalement, si on devait résumer votre message, c'est... me semble-t-il, c'est s'informer avant de décider quoi que ce soit. Voilà, je pense que la clé du message, le message central que je voudrais vraiment donner, c'est l'information. Je rêve d'un octobre rose intelligent où on donnerait une information complète, loyale, neutre et objective aux femmes. C'est d'ailleurs ce que les citoyennes de la concertation citoyenne sur le dépistage a demandé. Alors ça, il n'y a pas beaucoup de monde non plus qui le sait, ça a été peu médiatisé, mais en 2015, il y a eu une concertation citoyenne où les femmes sont exprimées. Elles ont demandé cette information loyale, elles ont demandé l'arrêt du marketing rose et elles ont demandé à ce que soit prise en compte la controverse sur le dépistage du cancer du sein pour qu'elles connaissent les tenants et les aboutissants. Alors, docteur Bourg, justement, qu'est-ce qu'une information loyale ? Une information loyale, c'est de donner aux gens, comme pour les médicaments, aussi bien les bénéfices que les risques. Enfin, autant les risques que les bénéfices. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, il faut bien quand même avouer que pendant Octobre Rose, et même les messages de l'Institut national du cancer sont complètement déséquilibrés. La balance bénéfice-risque n'est pas du tout aussi positive qu'on le présente. Il y a des risques qui sont dus aux femmes, notamment le surdiagnostic, qu'on n'explique pas. Et ça, c'est un problème. Pour moi, je considère ça comme une violence faite aux femmes. De ne pas leur expliquer exactement ce à quoi elles se soumettent, ça pose un problème. Le dépistage du cancer du sein, c'est comme un contrat pour une femme. Elle s'y engage, mais elle ne connaît pas les termes. Elle ne sait pas qu'une fois
qu'on a diagnostiqué quelque chose, on ne peut plus discuter. Il faut suivre la procédure. Ouais, alors, pourquoi on ne peut plus discuter en fait ? C'est intéressant ce que vous dites, on ne peut plus discuter parce qu'en fait, le médecin sera dans l'obligation de la faire rentrer dans un protocole en fait thérapeutique. Parce qu'on ne peut pas parier sur l'évolution d'un cancer. Personne ne va prendre la responsabilité, même moi. Une fois que j'ai vu une image, même si je suis sûre que c'était une surdétection inutile, c'est terminé. On ne peut pas parier sur l'évolution ou la non-évolution d'un cancer. Donc la décision de se faire dépister, elle se prend en amont. Et pour qu'elle puisse se prendre en amont, il faut donner aux femmes tous les renseignements et toutes les données probantes que nous connaissons maintenant avec les études modernes. On est au XXIe siècle, il y a énormément d'avancées dans la connaissance du dépistage du cancer du sein et de ses tenants et de ses aboutissants. Il faut absolument en informer les femmes. Le cœur, il est là, et donc les femmes ont demandé lors de la concertation à ce qu'on leur délivre des messages simples, visuels. Donc ce sont des pictogrammes souvent, où vous avez d'un côté une population dépistée, d'un côté une population non dépistée, et visuellement, la femme peut très bien se rendre compte à quoi elle va être exposée, quel est le bénéfice, quels sont les risques qui sont réellement présents, et après elle décidera. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Il y a un seul choix, et c'est le choix de la femme. En connaissance de cause. En connaissance de cause, parce que certaines femmes ne vont pas le faire que en fonction de ce que je vais dire, ou en fonction des études de l'evidence-based medicine, ou en fonction de ce que le médecin dit. Parfois, c'est aussi en fonction de leurs convictions, de leurs croyances, de ce qu'elles ont vécu autour d'elles. Donc, je peux comprendre qu'une femme me dise, mais moi, je comprends tout ce que vous me dites, je m'expose effectivement à des risques certains du dépistage, mais je pense quand même, ça m'effraierait trop, je serais trop angoissée si je le fais pas. C'est quelque chose que je peux entendre. Mais il faut pouvoir donner la possibilité à des femmes de dire non. Moi, je choisis le non. Je ne veux pas me faire dépister. Or, pour l'instant, les messages sociétaux, médiatiques et médicaux sont très incitatifs et culpabilisants. Donc, pour une femme, elle est vraiment chaque fois dans une position très inconfortable. Si elle ne fait pas le dépistage en connaissance de cause et qu'il arrive qu'elle contracte un cancer, comme ça peut arriver, alors le dépistage n'y aurait rien changé, mais vous aurez forcément le message des accompagnants et du médecin. Ah ben voilà, on te l'avait bien dit, si tu t'es fait dépister, on n'en serait pas là. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça se présente. Donc il faut que la femme ait vraiment l'information globale. Sinon, encore une fois, moi je trouve, premièrement, c'est une violence faite aux femmes de ne pas le leur dire et de leur masquer ça et de leur donner des messages complètement infantilisants et faux. Deuxièmement, c'est une attitude charlatane. Ça correspond, là, on fait un charlatanisme d'État. Inciter des populations à suivre un dispositif de santé qui n'a pas fait les preuves de son efficacité, qui de moins en moins fait les preuves de son efficacité, qui est contesté, qui a des effets adverses certains et des risques certains, et de ne pas donner l'information, ça correspond exactement à la définition du charlatanisme. Et là, on est en plein dedans. Et ça, ce n'est pas tolérable. Il y a un problème éthique. Mais si vous utilisez des mots comme charlatanisme, c'est normal que finalement, vous receviez des coups. Oui, voyez, c'est normal. Parce que si vous utilisez le mot charlatanisme d'État, vous voyez... Comment on peut qualifier ça ? Inciter des populations à suivre un dépistage sans donner d'informations alors qu'il y a des risques. Alors, c'est pas complètement honnête en fait. Voilà, je vous taquine, mais c'est vrai que si vous dites charlatanisme d'État, bon voilà. Ah ben moi je trouve que c'est pas excessif. Après, il ne faut pas vous étonner si vous n'êtes pas invité sur France Télévisions. Mambourg. Ok, mais ça m'est égal. Docteur Bourg, s'il vous plaît. Non mais parce qu'on sait que par exemple si on prend l'INCa, ils investissent beaucoup d'argent dans des campagnes de communication. Enfin voilà. Bon, qu'est-ce que vous faites des familles, ce qu'on appelle des familles dites à risque ? Ah, c'est autre chose. Là, c'est vraiment le dépistage tout venant. Voilà, pour tout le monde. Ah oui, c'est des familles particulières. C'est autre chose. C'est des femmes qui ont besoin d'une prise en charge qui soit personnalisée dans des grands centres, qui sont suivies de façon très rigoureuse et pas forcément avec des mammographies, puisque c'est des femmes qui présentent qu'on évite d'exposer à des facteurs de risque, et les rayons X pour elles sont des facteurs de risque. Elles ont des mutations génétiques, c'est une prise en charge totalement à part. Et les familles de femmes où il y a des cancers du sein, par exemple. Vous savez, il y a ces familles, on dit que le cancer du sein, c'est une histoire familiale, souvent. Donc, qu'est-ce que vous recommandez à ces femmes dont peut-être la mère, la sœur, les tantes ont eu des cancers du sein ? Oui, parce que parfois, on a des jeunes femmes qui ont la vingtaine et qui sont déjà mises dans le circuit. Et
pas forcément utile de les irradier dès cet âge-là, en fait. Non, c'est même... donc là aussi, il faut vraiment nuancer. Qu'est-ce que ça veut dire antécédent ? Si vous avez vraiment... comment dire, quand c'est vraiment générationnel, que vous avez la mère, les tantes, les sœurs... Qu'est-ce que vous dites à ces femmes-là ? C'est des femmes qui vont être suivies de façon particulière, qui vont avoir un suivi personnalisé et particulier. Mais il faut se méfier quand on estampille femme à risque, une femme de 30 ans qui a une grand-mère qui a eu un cancer du sein. Là aussi, il faut faire attention de ne pas avoir un effet nocebo transgénérationnel. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez un antécédent quelque part, cousin au 3e degré, que ça fait de vous une personne à risque. Mais souvent, c'est comme ça. Ah, vous avez eu un antécédent, donc il faut y aller plus tôt. Non, attention, le dépistage qui est commencé plus tôt chez des femmes jeunes comporte des risques. Il y a un risque d'irradiation, de radiotoxicité. Le surdiagnostic est multiplié par 4. Les fausses alertes, n'en parlons pas. Tout ça pour un bénéfice nul. Il y a un essai clinique britannique qui a donné ses résultats l'année dernière et qui montre que l'extension du dépistage aux tranches d'âge jeunes, entre 40 et 49 ans, ne règle pas non plus le problème. Au bout de 20 ans de suivi, on n'a pas diminué la mortalité par cancer du sein chez ces femmes jeunes. Deuxième population qui passe sous les radars, ce sont les femmes au-dessus de 75 ans. Qu'est-ce que vous dites à ces femmes-là ? Puisque le dépistage se fait entre 50 et 60. Oui, c'est pas pour rien, c'est que toutes les études qui ont été faites, et dans tous les pays où on dépiste, on arrête à 75 ans. Parce qu'à partir de cet âge-là, le sein est très involué, il n'y a plus beaucoup de glandes, c'est souvent de la masse graisseuse qui remplace la masse glandulaire. La palpation, l'examen clinique apporte autant que les mammographies. Là aussi, le problème de la surdétection en est un, parce que chez ces femmes-là, souvent, il y a ce qu'on appelle les comorbidités. Donc, c'est des femmes fragiles, c'est des gens fragiles qui ont des problèmes autres, de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'autres maladies que vous allez amplifier et majorer et aggraver si vous commencez à traiter par des radiothérapies ou de la chirurgie lourde des petits cancers qui, à cet âge-là, souvent, alors certains évoluent, mais certains, la plupart du temps, sont latents et non évolutifs. Donc, c'est pour ça qu'on arrête à 75 ans. Il n'y a aucune utilité, aucune indication. Il y a moins de bénéfices, en fait, finalement, que de complications. La balance bénéfice-risque est tout à fait déséquilibrée. On a besoin d'une deuxième heure, Nadia, pour continuer toutes les questions. C'est passionnant. Si vous avez des questions, d'ailleurs, vous les poserez sous la vidéo qu'on vous mettra sur la chaîne YouTube. Comme ça, on reviendra avec le docteur Cécile Bourg, si elle veut bien revenir nous voir. Autant que vous voulez. Voilà. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Nadia, merci. On rappelle que le livre du docteur Bourg s'appelle « Mamo ou pas Mamo ». Dois-je me faire dépister chez l'éditeur militant Thierry Soucard. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécouterez aussi l'émission en podcast et passez une très belle journée santé sur Beurre FM. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.